Je suis né à la fin des années 70 et j'ai grandi à Cowansville. J'ai toujours aimé ma ville, une ville pas trop grande qui a beaucoup à offrir et qui est située dans une magnifique région. J'ai vu Cowansville se développer au fil du temps et j'espère qu'elle restera toujours une ville à grandeur humaine, un peu comme un grand village. Cowansville, c'est la ville-centre de la MRC de Brome-Missisquoi. C'est l'endroit où on vient chercher des services, que ce soit des services en santé, en éducation, que ce soit en justice. C'est l'endroit où on peut retrouver des commerces pour desservir tout le monde. Cowansville, pour moi, avec le lac surtout, comme symbolisme, c'est l'oasis de Brome-Missisquoi. Cowansville a une riche histoire. C'est la fusion de plusieurs villages autrefois. Cowansville a développé une beauté reliée à son patrimoine bâti et à son lac notamment, mais également à ses citoyens qui se sont investis et qui travaillent fort pour faire en sorte que cette ville-là est très belle aujourd'hui. En 2023, j'ai décidé de me lancer dans le projet de raconter l'histoire de ma ville. J'ai donc contacté Michel Racicot, président de la Société d'histoire de Cowansville, pour lui demander s'il pouvait m'aider. Par hasard, il venait tout juste de terminer d'écrire un livre sur l'histoire de Cowansville, fruit de 20 ans de recherche. Le timing était parfait. L'histoire de Cowansville débute avec l'arrivée de Jacob Reiter et des premiers colons. Fils d'un fermier loyaliste de l'État de New York venu s'établir sur les berges de la baie Missisquoi, Jacob Reiter hérite d'une terre lors de la division du canton de Dunham en 1796. 2 ans après avoir obtenu sa terre, il commence à la défricher et s'y établit en permanence en 1803 sur la rive sud de la rivière Yamaska, dans une petite cabane en bois rond. Il construit rapidement un moulin à côté de sa maison et l'endroit devient connu sous le nom de Reiter's Mill. L'été, son moulin permet aux habitants de la région de scier du bois pour construire des bâtiments. L'automne, il devient un moulin à grains appelé Pudding Mill par les familles de la région. Jacob Reiter, quand il va arriver ici, pas longtemps après qu'il est arrivé ici, il va appeler l'endroit Nelsonville, là où il s'est installé. En l'honneur de l'amiral Horatio Nelson. Naturellement, Reiter était américain, d'une famille d'Américains, était demeuré loyaux à la couronne britannique lors de la Révolution américaine. Son père, ses oncles. C'est probablement une incidence pour dire pourquoi il a nommé ça Nelsonville en l'honneur d'un héros anglais. Au fil des années, des familles viennent s'établir près des moulins de Jacob Reiter. On construit une première école et un petit hôtel. Par la suite, le premier médecin arrive et on construit le premier cimetière de Nelsonville, symbole important de la colonisation du secteur. Au même moment, d'autres colons acquièrent des terres et viennent s'établir dans des secteurs qui font aujourd'hui partie de Cowansville. John Church s'installe sur les rives de la rivière Yamaska à l'est de Nelsonville. De nos jours, ce terrain est situé dans le secteur des rues Larouche et Hillcrest. John Church exploite un magasin général, une forge, une distillerie, une potasserie et une auberge. Un peu plus tard, il construit une maison de briques sur la vieille route de Magog qui passe devant son terrain. Appelé Church Tavern, cet endroit devient un arrêt important pour les diligences qui font le trajet Montréal-Stansted. En 1831, le fils de John Church, John Church Jr., ouvre un bureau de poste et le secteur portera le nom de Churchville durant plusieurs années. Cette époque est aussi marquée par l'arrivée de John Fordyce. Il s'établit à l'ouest de Nelsonville où il construit une petite maison et commence à défricher sa terre. Ce secteur deviendra connu sous le nom de Fordyce Corner. Une trentaine de familles s'y établissent. On y retrouve une fabrique de beurre et de fromage, un bureau de poste et une petite école. Nous savons très peu de choses sur les Premières Nations qui ont habité le territoire de Cowansville avant l'arrivée des premiers colons, puisqu'il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques. Par contre, l'histoire orale nous raconte que des Mohawks venant du nord de l'État de New York venaient passer l'été sur le territoire.
Ils s'installaient à la jonction du ruisseau Gear et de la rivière Yamaska, située de nos jours entre les rues Belle, William et Rivière. C'était un très bon endroit pour la pêche puisqu'il y avait à cette époque des saumons qui remontaient la rivière Yamaska. On raconte aussi qu'ils allaient dans le secteur de Fordyce Corner et qu'ils aimaient aller cogner aux portes des colons pour échanger du poisson fraîchement pêché contre du pain de ménage cuit par les fermières. En 1834, un premier touriste fait un voyage de pêche à Nelsonville et tombe en amour avec la région. Ce Montréalais d'origine écossaise âgé de 20 ans s'y établit 2 ans plus tard et deviendra un personnage marquant de l'histoire de Cowansville. Il s'appelle Peter Cowan. Peter Cowan jouera un rôle important dans le développement de Nelsonville avec ses 2 frères aînés, William et Andrew. Les Cowan sont des gens fortunés qui ont des contacts, de l'influence et par-dessus tout, la bosse des affaires. 1 an après son arrivée, Peter Cowan ouvre un magasin général à l'intersection des rues William et Principal. Son implication dans la communauté s'accentue quelques années plus tard quand il fait construire un bâtiment qui sert de palais de justice, de salle de réunion et de lieu de culte. Peter Cowan habite au rez-de-chaussée et on peut dire que ce bâtiment est le premier hôtel de ville non officiel de Nelsonville. Son frère William, commerçant prospère établi à Montréal, fait construire un imposant moulin à grains de 4 étages sur la rive nord de la rivière Yamaska avec son associé William Carter. Ce moulin change le paysage de Nelsonville et attire de nombreux commerces et hôtels. Quelques années plus tard, les 2 William construisent un moulin à scie et un moulin à cardé à la hauteur de la rue Willard. Durant cette période, la vie économique devient effervescente à Nelsonville, beaucoup plus qu'à Churchville, qui demeure quant à lui un hameau tranquille. C'est peut-être pour cette raison que le bureau de poste de Churchville ferme ses portes pour être transféré à Nelsonville dans le magasin général de Peter Cowan. Celui-ci devient alors le premier maître de poste de Nelsonville. Toutefois, l'ouverture du bureau de poste de Nelsonville crée une confusion car beaucoup de courriers se mélangent avec le bureau de poste du village de Nelson dans le Haut-Canada. On demande donc à Peter Cowan de trouver un nouveau nom pour le bureau de poste et il décide humblement de l'appeler Cowansville. Cette appellation s'étend graduellement à tout le village de Nelsonville qui changera officiellement de nom pour Cowansville 35 ans plus tard. Au fil des années, plusieurs nouvelles familles s'établissent à Nelsonville pour travailler dans les moulins et un service de diligence passe à tous les jours. On construit les premières écoles et une vie culturelle émerge dans la communauté. Vers 1860, on va commencer à voir dans les journaux locaux de la région des concerts, des annonces. Il y a des concerts de musique, concerts de chant ici à Cowansville, qui ont lieu à l'église congrégationaliste, qui était une petite église située sur le site de l'église Emmanuel aujourd'hui. En 1868, il va y avoir l'Association des jeunes hommes de Cowansville qui va se créer, un genre de regroupement. L'objectif, c'est d'organiser des soirées, surtout des soirées de littérature. Un peu musique, mais surtout littérature, puis pour promouvoir la lecture et les débats littéraires. L'année suivante, ils vont admettre les jeunes filles. Naturellement, les jeunes hommes, c'est les jeunes célibataires. Là, ils vont admettre les jeunes filles. Puis, il semble que comme résultat ou conséquence, la participation des jeunes hommes a fortement augmenté l'année suivante. Au même moment, un autre secteur qui fait aujourd'hui partie de Cowansville connaît une activité économique relativement importante. Vers 1843, il y a un dénommé Freeman Eldridge qui va venir s'établir dans la région, sur le bord de la rivière Yamaska, à la hauteur du pont aujourd'hui, du pont sur la rue William. Et Freeman Eldridge va construire sur les rives de la rivière Yamaska un moulin à scie. Pas longtemps après, un moulin à laine. Et le secteur va devenir assez actif, assez dynamique. Plusieurs familles vont s'établir là parce qu'il y en a qui vont travailler dans ces 2 moulins-là. Et assez que les gens vont commencer à appeler leurs petits
hameau, le petit noyau de nouveau secteur, Freeport, du nom tiré du nom de Freeman Eldridge. Freeman, son prénom, avec Freeport. C'est un endroit qui va être quand même assez actif pendant plusieurs années. Ils vont même avoir leur petite école sur le coin de la rue Bell et William. Ce secteur-là va s'annexer à Cowansville seulement à partir de 1960. Là, voilà. En 1869, une crue des eaux catastrophique frappe la région et Nelsonville n'y échappe pas. Le grand moulin à grains de 4 étages est partiellement détruit par les glaces qui descendent la rivière Yamaska. Au cours de l'été, George Knight Nesbitt, un personnage très important dans la suite de l'histoire de Cowansville, achète ce moulin, le répare, le modernise et dès l'automne, le moulin à farine Nesbitt est prêt à accueillir ses premiers clients. De son côté, Churchville continue aussi à se développer, mais plus lentement. C'est un village plus riche et moins ouvrier que Nelsonville. Quelques années après sa fermeture, un nouveau bureau de poste ouvre à Churchville. Le premier maître de poste s'appelle Garner Henry Sweet et le bureau de poste est alors nommé Sweetsburg Post Office. Cette appellation s'étend au village et le nom Sweetsburg remplace celui de Churchville. On va voir une certaine rivalité apparaître entre les deux villages, le village de Cowansville et le village de Sweetsburg, dans les années 1850. En 1854, le territoire de Cowansville et le territoire de Sweetsburg vont être détachés de la paroisse anglicane de Denham pour former une nouvelle paroisse. Et le nouveau ministre anglican désire qu'une église soit construite à mi-chemin entre les deux villages. Par contre, il y a des gens à Cowansville, sous le leadership de Peter Carwin, qui est le maître de poste, puis il y a un commerçant très important, eux veulent avoir leur église, l'église à Cowansville. Tandis qu'à Sweetsburg, c'est le Gardner Sweet veut également, ainsi que les gens de la place, leur église à Sweetsburg. Et c'est finalement l'évêque du diocèse qui va un peu trancher la poire en deux en disant « Je vous donne la permission de construire 2 églises, une à Cowansville, une à Sweetsburg, pour cette nouvelle paroisse-là. Mais à certaines conditions. Il ne faut pas que ça augmente la tâche du ministre. Et il ne faut pas non plus que ça augmente ses frais ou ça affecte ses revenus. Quelques années plus tard, en 1857, le gouvernement va établir des districts judiciaires en province. Et le gouvernement s'engage à construire un palais de justice pour chacun des districts judiciaires. Ici, c'est le district judiciaire de Bedford, qui comprenait les territoires du village de Bedford aller jusqu'au village de Waterloo. Tout le monde veut l'avoir chez eux, naturellement. Finalement, ils vont arriver à la conclusion que ce serait mieux à mi-chemin entre les deux extrêmes, Waterloo et Bedford. Cowansville veut l'avoir, étant donné qu'ils ont déjà le vieux palais de justice. C'est là depuis des années que quand le juge de la cour de circuit passe, c'est là qu'il siège. C'est là que les gens sont habitués d'aller. Et ça devrait être construit là. Mais Gardner Sweet, lui, non. Finalement, ça va être Sweetsburg qui va obtenir le palais de justice. C'est en 1866 qu'a lieu le premier grand procès au nouveau palais de justice de Sweetsburg. On y juge 14 Féniens capturés dans la région de Fredericksburg alors qu'ils tentaient d'envahir le Canada. Des soldats du Montreal Light Infantry sont déployés pour veiller à la sécurité des lieux. Ils installent leur campement dans le parc devant le palais de justice. Pour les remercier, les dames de Sweetsburg organisent un somptueux banquet durant lequel on présente des discours, on chante et on porte des toasts en leur honneur. Le premier train arrive à Cowansville devant une grande foule rassemblée à la gare pour assister à ce moment historique. On raconte que plusieurs chevaux fuguent, effrayés par le sifflet de la locomotive. L'arrivée du train en novembre 1870, le premier train à Cowansville, va changer l'image de Cowansville beaucoup dans les années suivantes. Parce que maintenant, Montréal n'est plus qu'à 2 heures de distance.
faut penser qu'avant l'arrivée du train, même disons au début des années 1860, ça pouvait prendre jusqu'à 3 jours pour se rendre à Montréal. Tandis qu'avec l'arrivée du train, Montréal n'est plus qu'à 2 heures. Ça va favoriser l'arrivée de petites industries le long de la voie ferrée. Ça va également amener les premières succursales bancaires. Plus d'hôtels, naturellement. On est enfin sorti de notre un peu région éloignée. On est plus près de tout, là. Et ça va également favoriser l'industrie laitière dans la région, parce qu'on a beaucoup de producteurs laitiers ici. Et ils transforment leur lait, la plupart, en fromage ou en beurre. Et Cowansville va être pendant des années le centre, un des centres importants dans la province de distribution du beurre et du fromage. Il va même avoir une usine de maturation du fromage ici, tout près de la gare. En 1876, Cowansville se détache du canton de Denham et devient officiellement un village. On y construit le premier hôtel de ville et James O'Halloran devient le premier maire. Le village s'organise, une brigade de pompiers est formée, la livraison de courrier rural débute, le téléphone arrive dans les maisons et le premier conseil de la commission scolaire protestante est élu. On engage aussi le premier policier qui doit arrêter les nombreux citoyens ivres qui perturbent la paix du village. D'ailleurs, lors de la fête du 1er juillet 1892, quelques hommes probablement ivres sortent le vieux canon capturé aux Fainéants 20 ans plus tôt et tirent plusieurs coups de canon durant la nuit. On engage aussi un gardien de la paix qui doit surveiller les voitures à cheval qui passent sur le pont de la rue Sud. Celles-ci ne doivent pas dépasser la vitesse d'un pas de marche normal sous peine d'amende. Quelques années plus tard, les automobiles commencent à faire leur apparition à Cowansville et beaucoup de citoyens se plaignent de la vitesse excessive sur la rue Church. Une limite de 9 000 à l'heure sera indiquée à toutes les entrées du village. Durant cette période, les autorités ont beaucoup de difficultés avec le pont de la rue Sud qui est souvent emporté par les glaces au printemps et que l'on reconstruit plusieurs fois. Le deuxième maire élu à Cowansville est George Knight Nesbitt. Rappelons-nous que c'est lui qui avait acheté le moulin de 4 étages abîmé par la grande inondation et qui l'avait remis en opération. Nesbitt est un homme d'affaires très riche. Pendant un moment, il possède 1/5 des biens immobiliers de Cowansville et se fait construire une magnifique maison sur la rue Sud. Quelques années plus tard, alors qu'il n'est plus maire, M. Nesbitt devient propriétaire de la première compagnie d'électricité de Cowansville. Il signe un contrat avec le conseil municipal qui stipule que les 18 lampes électriques du village doivent être allumées chaque fois que le clair de lune n'éclaire pas suffisamment les rues. Au renouvellement du contrat, on n'arrive pas à s'entendre et M. Nesbitt coupe le courant des lanternes durant 6 mois, ce qui cause beaucoup de problèmes comme des collisions de calèches en pleine nuit. Un autre homme fortuné, William Frederick Vilas, déménage sa manufacture d'instruments aratoires d'East-Farnham à Cowansville. Il jouera un rôle très important dans la vie de la ville quelques années plus tard. Avec l'arrivée du train, Cowansville trouve sa personnalité. Les premiers journaux sont publiés et la vie culturelle se développe davantage avec la création du Cowansville Brass Band. On assiste également à l'apparition du premier club de théâtre, des premiers carnavals d'hiver et à l'instauration d'une première bibliothèque dans une bijouterie de la rue principale. C'est aussi durant cette période que la vie sportive débute à Cowansville. On forme un club de tennis sur gazon, le baseball devient très populaire et on voit de plus en plus de vélos circuler dans les rues. L'hiver, les gens patinent sur la rivière Yamaska. On installe la première patinoire sur le terrain de M. Nesbitt, sur laquelle joue le premier club de hockey Cowansville. La population augmente et plusieurs petites industries s'installent au village. On fabrique un premier réseau d'aqueducs qui puise son eau sur le chemin Vell.
Ce réseau est alimenté par les sources d'eau de la colline Oak. Mais ce n'est pas un système parfait. On manque parfois d'eau lors des périodes de sécheresse et Cowansville va se brancher sur l'aqueduc de Swittsburg qui est alimenté par l'étang Bull. Ils vont installer un compteur d'eau entre les deux villages et à chaque année, il y a une facture qui va être envoyée à Cowansville pour le nombre de gallons utilisés dans l'année, puis ils vont devoir payer. À l'occasion, il va y avoir des petites chicanes. Fait que là, ça peut arriver à un moment donné que, vu que la facture était payée ou les gens de Cowansville s'objectaient, ils disaient non, c'est trop cher, que monsieur le maire de l'époque, le Dr. Pickle, fasse fermer le robinet une fois de temps en temps, juste pour dire à Cowansville, payez vos factures, réglez vos choses. Mais par contre, il y avait quand même une entraide entre les deux villages là, tout le long, surtout. S'il y avait un incendie important à Swittsburg, les pompiers de Cowansville se rendaient immédiatement et vice-versa. De son côté, Swittsburg aussi s'incorpore et devient un vrai village indépendant, détaché du canton de Dunham. Le premier maire élu est Horace Pickle. Oui, Horace Pickle, oui, était un personnage important à Swittsburg. Ça va être le grand constable du district judiciaire de Bedford pendant des années et le premier maire de Swittsburg en 1875, lorsque le village va être incorporé. Mais c'était aussi un important éleveur de chevaux et il avait la réputation de posséder parmi les chevaux les plus beaux de la région. Et en 1880, il va être l'instigateur d'une piste de course pour chevaux à Swittsburg. Et pendant des années, il va y avoir des compétitions. Avec l'arrivée du train, là, ça va attirer des touristes montréalais. Le village de Swittsburg va venir un genre d'attrait touristique. Durant l'été, beaucoup de touristes de Montréalais viennent passer une partie de l'été ici, ainsi que les deux grands hôtels qu'on avait à Swittsburg, étaient toujours pleins. En 1891, il y en a un de ces touristes-là, un touriste montréalais, qui est venu faire un séjour à Swittsburg. Et lorsqu'il est retourné à Montréal, il a fait une lettre au lecteur à un journal de Montréal pour donner ses impressions. Et j'aimerais ça vous lire le texte, sa lettre qui a été publiée dans le journal. La route de Cowansville à Swittsburg est très agréable avec toutes ses belles demeures et ses jardins bien cultivés. L'hébergement à l'hôtel est bon et le train du Canadien Pacifique vous amène directement de Montréal en environ 2 heures. Il y a 2 trains par jour dans chaque sens. La rivière de Cowansville à Swittsburg est magnifiquement bordée d'arbres tout le long et constitue un parcours agréable pour les canots. Swittsburg serait presque parfait s'il y avait plus d'eau. Un peu d'argent et un peu d'ingéniosité de la part de ceux qui s'intéressent au bien-être et à la prospérité du village pourrait aboutir à la formation d'un lac artificiel par la construction d'un barrage sur la rivière. Son souhait s'est finalement réalisé 75 ans plus tard. Toutes ces anecdotes m'ont fasciné lorsque j'ai lu les livres de Michel Racicot et certaines sont plus dramatiques que d'autres. En 1882, une foule nombreuse se rassemble devant la prison de Swittsburg pour assister à l'exécution d'un condamné à mort. Mais l'exécution n'aura pas lieu puisque le prisonnier met fin à ses jours dans sa cellule tout juste avant. Quelques années plus tard, le Dr. Fallon Horace Pickle convainc un groupe de personnes influentes d'acheter le vieux bâtiment sur la rue principale à Swittsburg pour fonder un hôpital. Cet hôpital, qui compte 22 lits à son ouverture, deviendra plus tard l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. En 1910, ils vont fonder l'hôpital. Les premiers patients vont être admis en mars 1912. Les premières années vont être bien difficiles pour l'hôpital. Manque de ressources, manque de matériel, des fois manque de personnel. En 1917, il y a un groupe de dames, de femmes qui vont se regrouper. Ils vont former les dames auxiliaires de l'hôpital. Et leur mission, c'est d'aider l'hôpital. Faire des levées de fonds, organiser des événements, des parties de cartes, des concerts, des pique-niques. Et une de leurs activités, en 1925, va être de s'entasser, un petit groupe entre elles,
sur un traîneau tiré par des chevaux. Ils vont circuler dans les rues de Swissburg et de Cowansville en chantant des chants de Noël pour ramasser de l'argent pour l'hôpital. Et cette tradition-là va durer une dizaine d'années. L'arrivée du train avait donné un élan aux petites industries et dynamisé Cowansville. 50 ans plus tard, ce sont de grandes industries qui arrivent et qui changent radicalement la ville. La compagnie Vailus, déjà présente, change de vocation et devient un des plus importants fabricants de meubles au Canada. Son propriétaire, William Frederick Vailus, sera maire de Cowansville pendant 12 ans. Mais c'est surtout avec l'arrivée de la filature Brock Silk Mills que le portrait de Cowansville change de façon très importante. Au cours de cette période, la vie économique, sociale, sportive et culturelle dépend en grande partie de l'usine Brock. Cowansville devient presque une company town. C'est Brock Mills qui a mis Cowansville au monde. Puis les gens aimaient bien travailler à la Brock Mills parce que c'était bien, je sais pas comment je dirais ça. En tout cas, moi j'ai aimé ça. C'est sûr qu'on t'a pas bien payé, mais assez bien payé pour le temps, comme on dit, parce que c'était partout pareil. On ne pouvait pas avoir des gros salaires et tout ça. L'ouverture à Cowansville de l'usine Brock en 1922 va avoir un impact très important dans le développement démographique. Assez que dans le journal de Sherbrooke Record, on va écrire « Le tiers de la population travaille à la Brock ». Le tiers de la population de Cowansville. La population de Cowansville était à peu près de 3600. Il y avait 1200 personnes qui travaillaient à l'usine Brock, sans compter les autres usines. La Brock va être très, très présente. C'est eux qui vont organiser la première parade du Père Noël à la fin des années 30. Et pendant une quinzaine d'années, c'est eux qui vont organiser, qui vont faire la parade. Et là où les jeunes, on était des fois 2-3 000 enfants à attendre en ligne pour avoir un cadeau du Père Noël. On a toujours eu un cadeau du Père Noël. Avant la Deuxième Guerre mondiale, des familles polonaises s'installent à Cowansville pour travailler à l'usine de M. Brock, lui-même d'origine polonaise, donnant au secteur Westmount-Willard le surnom de Petite Pologne. Après la guerre, ce sont des familles de la Beauce, du Bas-Saint-Laurent et du Témiscouata qui viendront travailler dans les usines. Ça prenait du monde pour venir aider, naturellement. Les gens de Cowansville ne suffisaient pas parce qu'il y avait aussi la Vailus, qui était une grosse usine aussi à Cowansville. Alors, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à la Vailus. Fait qu'il y avait 2 grosses usines à ce moment-là. Fait que les gens couraient après le monde pour venir travailler à Cowansville. À toutes les fins de semaine, il y en arrivait des nouveaux, puis ils étaient sûrs d'avoir du travail. Avec l'arrivée de tous ces nouveaux citoyens, on a besoin d'un plus grand lieu de culte et on construit l'église Sainte-Thérèse. Elle passera au feu quelques années plus tard, mais sera reconstruite rapidement. C'est le curé Vitalis d'Avignon qui célèbre les messes et qui joue un rôle important dans la communauté. Après le crash de 1929, en pleine crise financière, les tisserands de la Brock font la grève contre une baisse de salaire de 25 %, mais le curé d'Avignon les persuade d'accepter l'offre et de reprendre le travail dès le lendemain matin. Le 3 décembre
3 décembre 1944, un dimanche matin, vers 9 h, il y a un incendie qui s'est déclaré dans un logement qui était situé au sous-sol de l'épicerie Dominion, sur la rue principale. Lorsque les pompiers arrivent, le feu a déjà embrasé tout l'immeuble. Fait que tout brûle et ça commence à brûler le bâtiment voisin à l'est. Là. Assez que les pompiers réalisent vite qu'ils ont besoin d'aide, fait qu'ils vont demander de l'aide de l'escouade de Granby et de Farnham. Eux vont arriver. Vers 11 h, il y a une grande partie de la rue principale, en s'en allant vers l'est, à partir de la succursale de la Banque de Montréal, en allant vers l'est, le long de la rivière qui brûle, et le feu saute de l'autre côté de la rue. Là, ça commence à brûler encore plus. Là, on va communiquer avec Montréal pour avoir de l'aide. Et un petit groupe de pompiers de Montréal vont arriver en début d'après-midi sur un train spécial. Mais le genre de chef d'équipe va vite réaliser que non, il n'y a rien qui va arrêter ça. Là. Fait que il va avoir l'initiative, lui, d'étouffer le feu grâce à de la dynamite. Il va faire sauter à la dynamite le bâtiment voisin de la Banque de Montréal et le bâtiment voisin de l'hôtel pour étouffer le feu, tout simplement. Et c'est de cette façon-là qu'ils vont reprendre le contrôle de l'incendie. Ça va tout brûler. Il y a une douzaine de commerces importants qui vont passer au feu, qui vont être complètement détruits. Il y a une quinzaine de familles qui vont perdre leur logement. Suite à cet événement tragique, on branche le système d'aqueduc de Cowansville au lac Tétreault, aujourd'hui appelé le lac Bromont, pour ne plus dépendre de Swittsburg et de l'étang Bull qui ne suffisent plus à la demande. Durant cette période, les sports continuent d'occuper une place importante dans la vie des Cowansvillois. Une des anecdotes qui m'a le plus impressionné en lisant le livre de Michel Racicot, c'est la fondation d'un centre de ski alpin sur le chemin Scottsmore aux limites de Swittsburg. Je n'avais jamais imaginé Cowansville avec un centre de ski alpin. À l'époque, c'est une installation très impressionnante. On y retrouve un remont de pente et plusieurs pistes. Un chalet avec salle à manger, salon et foyer est construit et durant plusieurs années, le centre de ski alpin Cowansville a une très bonne réputation dans les cantons de l'Est. Il fermera ses portes en 1960 lors de l'ouverture de la station de ski Mont-Sutton. Côté culturel, une salle de cinéma qui deviendra plus tard Princess Theatre est inaugurée sur la rue principale et une harmonie de musique voit le jour grâce à Édouard Benoît. Monsieur Benoît, Edward Benoît, mais qu'on a toujours appelé, nous, à Cowansville, Édouard Benoît, est un professeur au High School de Richford. Et aussi, il dirigeait l'harmonie de Cowansville, qui a pris naissance en 1925. Monsieur Benoît, c'était aussi un accordeur de piano, c'était aussi un professeur. Moi, il m'a enseigné la trompette à l'École Saint-Léon. J'étais son seul élève. Par contre, en 1960, M. Benoît a débuté une harmonie, l'harmonie juvénile à l'École Saint-Léon. C'était la première harmonie scolaire à Cowansville, qui a regroupé des élèves, une trentaine d'élèves de 10 à 16 ans. Il ne faut pas oublier que l'École Saint-Léon, c'était l'école des garçons à Cowansville. Alors, M. Benoît, c'est ça. Ça a été le directeur musical, le chef de musique de l'harmonie de Cowansville. À Swittsburg, le palais de justice continue à traiter des causes et en 1923, Raoul Brodeur, un fermier de Waterloo accusé d'avoir tué son voisin, est pendu. Un peu plus tard, toujours à Swittsburg, l'hôpital du district de Bedford change de nom et devient l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. On construit plus tard le nouvel hôpital BMP inauguré en 1954 devant le premier ministre de l'époque,
Maurice Duplessis. En 1955, Roland Désourdis devient le 26e maire de Cowansville et le demeure durant près de 20 ans, un record. Sous sa gouverne, la ville connaît une période très dynamique et une croissance démographique fulgurante. La population va doubler. Mais Roland Désourdis, moi, je l'ai connu parce que c'était un grand ami de mon père. Et je l'ai connu enfant parce que j'allais jouer chez lui quand il restait sur la rue Nord. Et il y avait des poneys, il y avait une petite grange, là, puis on allait là. Madame Désourdis nous recevait toujours avec plaisir. On mangeait là régulièrement. Mais M. Désourdis, on le voyait à peu près pas. Il travaillait tout le temps. Alors, c'était un gros travaillant. Un homme toujours prêt à rire, hein? Toujours de bonne humeur. Et tout un être. Sa plus grande réalisation, je dirais, c'est le lac d'Avignon. Alors, à cette époque-là, comme il y a encore maintenant, il y a toujours des subventions pour aider à financer des projets, en autant que tu répondes aux normes, une telle et une telle. Roland, c'était pas le genre pour ça. Roland, c'était on le fait, puis après ça, on demandera la subvention. Des contacts, il y en avait, et il y en avait sûrement en haut lieu. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais le parcours de la 10 aurait normalement dû passer au nord de Granby. Mais ça serait Roland, avec ses ficelles qu'il a tirées à droite et à gauche, qui l'a fait passer au sud de Granby. Pas mal plus profitable pour la région Cowansville-Bromont. Roland Désourdis avait effectivement de très bons contacts. Il était un très bon ami du premier ministre Jean-Jacques Bertrand, un Cowansvillois. Et il a même reçu le prince Philippe à sa résidence personnelle, en plus de lui faire visiter le site des compétitions équestres prévues pour les Jeux olympiques de 1976 à Bromont. Sous son règne, plusieurs nouvelles industries s'établissent le long de la voie ferrée et le territoire de la ville est agrandi à 2 reprises. La première fois pour créer un parc industriel et la deuxième fois pour déménager le terrain de golf à l'extérieur du centre-ville. Ce nouveau territoire permet aussi la construction du pénitencier fédéral de Cowansville sur le chemin Fordyce. À Swedesburg, on construit une nouvelle prison provinciale de 32 cellules à côté de celle qui existe déjà depuis 100 ans. À la fin des années 1950, le conseil municipal, sous le leadership du maire Roland Désourdis, on est à la conclusion que le système d'approvisionnement en eau de Cowansville est vraiment plus adapté aux besoins du jour. La population augmente de façon très rapide dans cette période-là et beaucoup de nouvelles usines viennent s'installer. Ça prend de l'eau. Ils en viennent à la conclusion que ça prendrait un grand réservoir, un lac artificiel. Et là, ils vont entamer des négociations avec le village de Swedesburg pour annexer une partie du territoire de Swedesburg ou même annexer le village de Swedesburg à Cowansville. Ça va durer pendant quelques années. Finalement, en septembre 1964, Swedesburg va être annexé à Cowansville. Et dès février 1965, on va commencer à creuser la rivière pour
faire le lac artificiel, qui va être en fonction dès 1966. Cowansville va commencer à s'approvisionner en eau à partir du lac artificiel. Pour nommer le nouveau lac, on organise un concours et le nom d'Avignon est retenu, faisant référence au curé Vitalis d'Avignon, personnage important de l'histoire de Cowansville. Avec toutes les nouvelles usines qui fonctionnent à plein régime et l'ouverture d'un centre de détention d'envergure, des familles de partout au Québec viennent s'établir à Cowansville et on développe plusieurs nouveaux quartiers. En 1966, la population de Cowansville est plus jeune que dans l'ensemble des autres villes de la région. La voiture ayant pris le dessus sur le train, la gare est démolie et le train est maintenant utilisé seulement pour les marchandises. Sous la gouverne du maire Désourdi, Cowansville vit l'une des périodes les plus dynamiques de son histoire et les journaux locaux suivent attentivement les événements marquants. La Voix de l'Est ouvre un bureau sur la rue Sud, le journal Yamaska est publié durant une vingtaine d'années et le journal Le Guide publie son premier numéro en 1974. Avec toutes les nouvelles familles qui arrivent, on construit de nouvelles écoles et des citoyens impliqués fondent des associations pour soutenir la communauté. Côté sportif, l'équipe Victoria continue d'attirer les foules et une joute très spéciale a lieu lors du carnaval d'hiver de 1953 puisque Maurice Rocket Richard, alors meilleur compteur de tous les temps de la LNH, vient à Cowansville pour officier une partie hors concours contre l'équipe Mont-Saint-Louis de Montréal. C'est aussi durant cette période que l'on construit l'aréna de Cowansville et le centre culturel abritant la piscine de grandeur semi-olympique dans laquelle prendra naissance le club de natation Cowansville. À Swedesburg, on fonde un aéroclub pour les amateurs de vol et un spectacle aérien est présenté en 1959. Côté culturel, la musique occupe toujours une place aussi importante. En 1955, 5000 personnes envahissent la ville à l'occasion du 12e Festival des fanfares organisé par la Fédération des fanfares amateurs du Québec. Le festival atteint son apogée lorsque tous les musiciens se regroupent pour offrir un concert au terrain de baseball de la rue Bernard, sous la direction d'Édouard Benoît, fondateur et directeur de l'Harmonie de Cowansville. Avec le théâtre de Massé-Vanier, l'option théâtre qui existe encore, le Festival de théâtre amateur, on en parle encore, on s'est réunis pour produire des comédies musicales à grand déploiement. Et là, quand je parle de comédie musicale, c'est pas des petites scénettes, là. C'est My Fair Lady, c'est La Mélodie du Bonheur, c'est Oliver. C'est en tout cas des grandes comédies musicales qui ont attiré des milliers et des milliers de spectateurs à chaque 2 ans. Pendant plus de 20 ans, on a produit ces comédies musicales-là. À partir de 1975, le portrait industriel de Cowansville change radicalement et plusieurs usines ferment leurs portes. La mondialisation de l'économie et la compétition avec d'autres pays comme la Chine rendent la compétition impossible pour les industries de Cowansville. Après des années folles de l'ère Désourdi, Cowansville reprend son souffle. On passe d'une ville industrielle à une ville de services. Cette transition s'accompagne d'une certaine stagnation de la croissance démographique. La population est vieillissante et les premières grandes résidences pour personnes âgées ouvrent leurs portes.
En 1976, l'usine Caru Titan ouvre ses portes et commence à fabriquer des skis de fond. Au même moment, un club de ski de fond voit le jour à Cowansville. Toutes les pistes se situent dans la ville et le centre d'accueil du club est situé au chalet de la plage municipale. Cette période de transition de ville industrielle à ville de service est aussi marquée par l'ouverture du centre commercial Domaine du Parc en 1977, projet entamé par Roland Desourdis 10 ans plus tôt. Le domaine du parc a été fait pour protéger les commerces du centre-ville contre l'envahissement qu'on voyait venir des centres d'achat en périphérie de la ville. Sur la scène culturelle, une exposition très spéciale est organisée par le pénitencier de Cowansville sur le chemin Fordyce, alors que 2000 objets d'art provenant de détenus de 30 pays y sont exposés. Le but de cette exposition est de favoriser le contact avec les prisonniers et le monde extérieur. Dans les années 80, le Festival de la mode de Cowansville bat son plein, la télévision communautaire de Cowansville apparaît sur les ondes et la musique occupe toujours une place très importante au sein de la communauté. La polyvalente Massevanie, à son ouverture en 1969, a pris la relève de l'harmonie de Cowansville avec M. André Robert, Richard Goyette et Jean-François Vien ont pris la relève et puis ont formé l'ensemble d'Avignon. En 1987, on a tenu à Cowansville le Festival des harmonies du Québec. On a accueilli pendant 3 jours plus que 3000 musiciens, des adultes, des jeunes, qui sont venus participer à des compétitions à Cowansville. C'est un peu ça qui a été la bougie d'allumage pour la création d'un projet de concentration musique à Massevanie, qui est devenu l'Académie de musique. L'Académie de musique a développé une grande qualité d'interprétation et nous a représentés un peu partout. Dans ce même courant d'idées-là, en 1991, avec Serge Lavertu, on a parti l'harmonie cadette d'Avignon à l'époque, qui est devenue l'harmonie cadette Saint-Léon et qui est en train rapidement de devenir l'harmonie cadette des écoles primaires de Cowansville. Alors, c'était la toute première harmonie du primaire à apparaître au Québec. En 1991, Régent d'Aigle organise un festival de musique. C'était une machine à projet, Régent. Alors, il a commencé humblement, d'une certaine façon, avec le festival des musiciens de rue, où on avait des petits kiosques en ville, et il y avait des musiciens qui faisaient des prestations. Tout ça s'est spécialisé davantage et est devenu le festival Musique en vue. Après un certain nombre d'années, après un arrêt pendant quelques années de Musique en vue, Soif de musique a pris la relève, je pense, de façon assez spectaculaire. L'activité sportive la plus originale de l'époque, c'est sans aucun doute les courses de boîte à savon organisées par le Club optimiste de Cowansville. La course boîte à savon, c'est l'origine de l'Optimiste international. Le déroulement s'est fait une première année sur la rue Albert, ou 2 ans sur la rue Albert, et on a fait aussi sur la rue Beaumont. Rue Beaumont, la côte était beaucoup plus longue et les bolides obtenaient une vitesse assez considérable qu'à un moment donné, il fallait raccourcir le trajet puis s'assurer que les bolides avaient des bons freins. Après le déroulement, on remettait des prix. Il y avait 2 classes. Les classes de roues à billes, puis de roues lisses, pas de billes.
et la grandeur des roues, c'était 16 pouces maximum. En 1998, Arthur Fauteux est élu maire de Cowansville. Il le restera pendant 19 ans. C'est le deuxième plus long règne après Roland Desourdis. Arthur Fauteux travaille sans relâche pour revitaliser l'économie à la suite de la période d'accalmie engendrée par les nombreuses fermetures d'usines. Il attire des commerces de grande surface et veut que Cowansville devienne une ville-centre, une ville de service pour la MRC Brome-Missisquoi. Arthur, parce qu'il aimait qu'on l'appelle Arthur, comme homme public, c'était quelqu'un de très travaillant, c'était quelqu'un de très accessible. Arthur aimait aider les gens, aimait prendre soin des gens, aimait savoir que les plus vulnérables, les gens ordinaires, avaient accès à lui, avaient droit à des bons services. Et comme être humain, comme personnage privé, c'était un être humain d'une grande qualité. Il était très sympathique, très accessible. Il avait l'objectif de développer sa ville. Il a travaillé avec des promoteurs immobiliers pour développer des nouveaux quartiers à Cowansville, des nouveaux quartiers orientés vers les jeunes familles ordinaires. Il voulait également augmenter l'offre commerciale au centre-ville. C'était son rêve de faire en sorte que l'offre commerciale à Cowansville réponde vraiment aux besoins des Cowansvillois. Également, il a été préfet de la MRC pendant 18 ans et il y avait une vision régionale importante et il a développé le leadership de Cowansville comme la ville-centre de la région, comme la ville de service de la région. Arthur Fauteux s'implique notamment pour que l'ancien palais de justice de Swittsburg soit rénové et pour éviter la fermeture de l'école Curéa-Petit. En 2017, Sylvie Beauregard devient la première mairesse de Cowansville. C'est avec elle que les Cowansvillois traversent la pandémie de COVID-19. Plusieurs activités sont organisées pour dynamiser la ville. Pendant cette période, Cowansville subit une forte croissance démographique, ce qui entraîne la construction de nouvelles rues. La ville doit alors relever le défi de trouver un équilibre délicat entre son développement et la préservation de ses espaces naturels. Une attention particulière est également portée à l'état du lac d'Avignon qui commence à montrer des signes de vieillissement prématuré et qui est envahi par le Myriophylle aepi, une plante exotique envahissante. Quand on connaît l'histoire des lieux et des choses, je trouve que ça nous aide à mieux apprécier le présent, à mieux comprendre ce qui nous entoure. Ça donne une plus grande perspective. Pour la suite de cette histoire, je nous souhaite beaucoup d'entraide, de bienveillance et de résilience. Je souhaite aussi qu'un lieu rassembleur, un cœur de village, puisse nous réunir. Moi, mon souhait, ce serait qu'on continue dans l'élan qu'on a actuellement. Si je fais le point, au moment où on est, je regarde par exemple au niveau des groupes d'harmonie scolaire, si je regarde au niveau des diffuseurs, on a sur la scène d'Avignon qui continue à produire de plus en plus de spectacles, je pense que mon vœu, c'est que ça continue à se développer, que la ville de Cowansville ait ce souci-là d'appuyer toutes ces organisations-là. Ce sont mes souhaits pour l'avenir de notre municipalité, mon chez-moi. Après 70 ans, je peux dire que Cowansville, c'est mon chez-moi. Alors, jusqu'à un certain point, je souhaite que
la même chose continue de se produire, que les gens qui viennent ici, supposément de passage, trouvent la ville tellement sympathique qu'ils veulent y rester en permanence. Je pense que le défi pour Cowansville, ça va être de continuer à se développer en intégrant à la fois la nature, le transport actif, les loisirs, pour que les gens, les résidents qui habitent à Cowansville, sentent qu'ils habitent dans une ville de service qui est accessible, mais qui est aussi au cœur d'une région où la nature est belle, où les milieux naturels sont présents. Mais il y a quelques années, il y a un couple de Montréalais qui sont venus me rencontrer ici au musée. Ils venaient de découvrir Cowansville. Ils avaient des yeux neufs et ils ont été surpris, mais très, très surpris. Ça a été comme un coup de foudre pour eux, un coup de cœur, disons. Ils ont vraiment aimé ça. Puis là, ils m'ont donné une expression que j'ai bien aimée. Ils ont dit « Cowansville, c'est comme une grande petite ville. » Une grande ville dans le sens que vous offrez beaucoup de services à votre population. C'est absolument incroyable de voir la qualité et la quantité de services que vous offrez, mais vous avez aussi encore les qualités d'une petite ville dans le sens que les gens se connaissent, s'entraident, ça fait bon vivre. Mais c'est un petit peu ça, moi, j'ai aimé cette expression-là, puis c'est un peu le souhait que j'aurais pour le futur de Cowansville. C'est que Cowansville demeure une grande petite ville.